Salut à tous, c'est reparti pour un road trip, mais ce coup-ci, pas en moto, pas en van, on a choisi pour faire le désert marocain, le 4x4. Alors parlons-en tout de suite du 4x4, vous venez de le voir sur les images. Nous, à la sortie de l'aéroport, on s'attendait à un gros 4x4 pour aller dans le désert, et le loueur finalement se pointe avec un grand Cherokee, grand luxe, gestion électronique de la position 4x4, mais il nous assure que tout va bien se passer, alors on lui fait confiance et puis on verra par la suite si effectivement tout se passera bien. Cette première étape sera très courte, elle nous emmènera à Demnat où on pourra à loisir profiter du bord de la piscine pour se détendre un petit peu et être prêt, frais et dispo pour le lendemain matin. Alors on est au mois d'octobre, on va profiter d'une saison plutôt agréable pour visiter le Maroc, puisqu'on va avoir des températures agréables et clémentes, sans jamais tomber dans des extrêmes. Alors sur les premiers jours, on va bien sûr traverser l'Atlas, puisque ça fait partie du périple, et puis on démarre ce deuxième jour à partir de Demnat en direction de Skoura, et là on va traverser des paysages assez incroyables, où finalement on trouve même dans ce désert rocailleux pas mal de végétation, en traversant des petits villages. Tout au long de ce voyage, on alternera entre les routes plus ou moins belles, les pistes également plus ou moins belles, et puis bien sûr, dans le Grand Sud, on attaquera le sable. Alors cette deuxième journée, finalement, on va la passer en altitude, puisqu'on va passer différents cols, on va monter jusqu'à 2300 mètres environ. On va rapidement s'imprégner des méthodes de vie du peuple marocain, avec toutes les difficultés à vivre dans ces régions arides. À chaque passage de col, les paysages changent, un coup plutôt brun, un coup plutôt ocre. Et puis on finira sur les plateaux, où on attaquera nos premières pistes. Et on passera tout ce début de première journée avec un groupe de motards et puis son assistance. Groupe de motards qui n'est pas là par hasard, puisqu'ils ont choisi la même agence que nous pour organiser leur road trip. Alors on se séparera aux abords de la palmeraie de Skoura, tout simplement parce qu'on a choisi de faire une étape plus courte qu'eux, et nous avons choisi une chambre d'hôte, Sawadi, en plein cœur de la palmeraie, aux abords de Skoura. On ne regrettera d'ailleurs jamais ce choix, car on a découvert ici un vrai petit paradis, calme, apaisant, très agréable. Le jour se lève sur Sawadi, petit matin. Après un petit déjeuner, on part plutôt de bonne heure pour profiter de cette journée. Et comme les orages ont vraiment dégradé les pistes que nous devions prendre, nous faisons le choix d'aller directement à Boulman en empruntant la nationale et ensuite prendre tout notre temps pour visiter les gorges de Dadès et pourquoi pas monter jusqu'au col après Tilni. À la sortie de Boumaln, on attaque directement les premiers virages des gorges et on comprend tout de suite qu'on va se diriger vers des paysages absolument incroyables. Des gorges vraiment splendides, des routes à couper le souffle et bien sûr, comme souvent, des rencontres magiques avec les enfants. Alors la partie touristique des gorges du Dadès s'étale sur environ une trentaine de kilomètres. Mais comme on a du temps devant nous, on décide de pousser plus loin pour aller chercher des paysages beaucoup plus lunaires en altitude jusqu'à 2300-2400 mètres. Au passage, on croise des paysages, on se croirait en Arizona, ou alors même dans le Colorado à l'époque du mois de septembre, quand les feuillages deviennent complètement jaunes et rouges. Sans oublier ces magnifiques plis que l'on trouve sur l'ensemble des montagnes et ces points de verdure au creux de la vallée. Alors bien sûr, la piste se dégrade de plus en plus en direction du sommet et finalement on abandonnera par manque de temps, peut-être de courage, je ne sais pas, mais on fera demi-tour parce que vraiment ça devenait complètement impraticable. À ce moment-là de la journée, il nous reste environ 60 km à faire.
On va pouvoir profiter du soleil tombant sur les roches rouges de la vallée du Dadès, qui nous propose donc des paysages absolument magnifiques. Et c'est reparti pour une 4e étape en direction de Tazarine. Alors, particularité aujourd'hui encore, les orages récents ont encore détruit pas mal de pistes sur notre chemin et nous allons devoir changer d'itinéraire. Mais rien de grave, on va profiter de paysages encore absolument incroyables et faire des rencontres au gré du chemin. Alors assez rapidement, on quitte la route et on attaque vraiment de la piste, pas toujours facile, avec des moyennes de 15-20 km/h. Sur les coups de 11 h, on s'accordera une petite pause thé à la menthe avec Fatima, qui tient une petite auberge avec sa mère. On se demande comment ils font pour vivre là toute l'année. Et encore et toujours, une piste vraiment technique, où on croise finalement pas grand monde dans la journée. Des paysages qu'on pourrait encore trouver dans certains États aux États-Unis. Des oueds un petit peu inondés par les orages récents. Et puis retour sur la route, où on espère à ce moment-là trouver un endroit pour manger. Malheureusement, on ne trouvera rien. Donc heureusement, on a des gâteaux et de l'eau dans la bagnole. Et on finira par arriver sur Tazarine, où on ira loger à 15 km au sud de Tazarine, dans un camp. Un camp qui fait à la fois camping, chambre d'hôte, qui loue des tentes, et on sera superbement hébergé dans ce petit oasis en plein milieu de nulle part. On attaque notre 5e jour au départ de Tazarine donc, et on se dirige vers Zagora par les fameuses pistes du Dakar. Alors on nous a promis beaucoup de choses sur ces pistes et on va vivre des moments assez incroyables. Pas toujours simples, mais vous allez voir. Alors Steph rêvait de prendre le volant, donc même si elle est conductrice non déclarée, vu qu'on n'a pas croisé un pèlerin toute la matinée, c'est l'occasion rêvée pour s'amuser, faire un peu de 4x4 dans un no man's land assez incroyable. Alors on s'amuse, on rigole, on se tape de la pierre, on croise des mobylettes sorties de nulle part, on se demande ce qu'ils foutent là. La piste s'étale à perte de vue, elle est d'ailleurs très roulante. Mais finalement, pour nous, elle deviendra cassante puisqu'on explosera une roue. Quand je dis exploser, c'est qu'au départ on pensait qu'elle était crevée, mais le pneu était ouvert à 3 sections et complètement éventré. Une fois réparé, on repartira en direction du sud et des fameuses premières dunes. C'est de plus en plus sec, on commence vraiment à voir des paysages très sablonneux, des couleurs absolument splendides d'ocre. Et puis bien sûr ces fameuses pistes du Dakar, donc là on est sur un lac complètement sec de chez sec, il n'a pas dû voir d'eau depuis longtemps. C'est plutôt très sympa de rouler à près de 90 km/h sur ces zones, c'est assez incroyable. On a aussi la chance de croiser des concurrentes du trophée des Roses des Sables sur ce tronçon. Avec certaines on discute, certaines se sont perdues, c'est assez rigolo. Et après 7 heures de route, on sera ravis de finir la journée dans un riad plutôt sympa, sans encombre, avec un mécanicien qui nous attendait pour la réparation de la voiture le soir même. Alors au matin du 6e jour, on va attaquer le Grand Sud. En tous les cas, on va se diriger vers le Grand Sud et on va se taper 5 heures de piste, vraiment. On ne sait pas trop où on met les pieds, on sait qu'on va être seul au monde et qu'on va peut-être rencontrer quelques difficultés.
Alors on est en approche des premières pistes de sable. Comme on le voit sur les images, il y a des traces partout, on ne sait pas trop lesquelles suivre. Et le vent soulève parfois le sable de manière à nous perdre un petit peu dans cette nature très sauvage. Au moment de rencontrer ces premières dunes, notre sentiment est partagé entre l'angoisse de s'enliser et la magnificence des paysages. On traverse quelques petits oasis. Dans le désert, les paysages sont très changeants très rapidement. Et à ce moment-là, on traverse une mini tempête de sable dans un désert plutôt rocailleux, pas très agréable, avec des pistes vraiment défoncées. Les dunes approchent et nous arrivons enfin au camp en début d'après-midi, plus tôt que prévu, parce que tout s'est bien passé finalement. Une fois nos bagages installés, on n'a qu'une envie, c'est d'aller goûter aux dunes. Et pour ça, Hassan nous a équipés de nos chèches, il nous a expliqué comment nous protéger du vent et du sable, parce que en cette fin d'après-midi, on est copieusement servi sur ce domaine. Il y a un vent assez incroyable qui nous bouscule, qui nous chahute, et on a du sable partout. Le vent finira par se calmer au coucher du soleil, et on finira la soirée tranquillement avec un fond musical typique du sud marocain. Il est 6h30 du matin, c'est le 7e jour. On a choisi un tour de dromadaire pour débuter cette journée et aller découvrir le lever de soleil à l'horizon, au sommet des dunes. Le désert de dunes, on croit tous le connaître parce qu'on l'a vu sur des photos ou dans des vidéos. Mais je vous assure qu'il faut le vivre au moins une fois dans sa vie pour comprendre ce que c'est réellement. Mais la journée est loin d'être terminée, alors on fait nos adieux au dromadaire et on est prêt à repartir sur les routes du désert avec les 30 premiers kilomètres à parcourir dans ce qu'on appelle du fèche-fèche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement du sable mou d'une épaisseur d'environ 30 à 40 cm. Donc je vous garantis qu'au moment du départ, j'étais pas trop fier et je me demandais si ça allait passer. Surtout que les conseils du guide avaient été simples et concrets. Tu ne t'arrêtes pas, tu fonces, tu roules, t'accélères, surtout tu ne t'arrêtes pas. Je vous laisse profiter des images, c'est juste incroyable. J'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps, mais bon, l'essentiel était de passer sans encombre. Et nous voici maintenant sur le lac Iriki. Un lac complètement asséché, où on s'est tapé des délires et des pointes de vitesse assez incroyables, avec pas une voiture à l'horizon, une chaîne de montagnes assez éloignée, un sol complètement égratigné par la sécheresse, un pur bonheur. Alors après ce petit grain de folie, on aura encore 3 heures de piste vraiment chaotique, pas agréable, fatigante, avant d'arriver dans la petite ville de Foumsguide, où on passera la fin de journée, la soirée et la nuit dans le plus bel hôtel de la région. Alors au départ de la 8e étape, on se dirige aujourd'hui vers Ouarzazate. Alors une chose est sûre, c'est que pour nous, le Grand Sud est derrière nous, donc le voyage prend une autre tournure, il nous reste juste 2 jours. Et en plus de ça, les pistes sont de plus en plus rares et on est de plus en plus souvent sur la route, même si elle n'est pas toujours formidable. En tout cas, on continue à profiter néanmoins de magnifiques paysages, très arides, très sauvages.
On rencontre peu de monde. On traverse quelques petits villages. Des paysages qui nous font toujours penser aux États-Unis, ce qui est assez incroyable d'ailleurs. Des lignes droites absolument formidables, mais pas uniquement. Et on arrive tranquillement sur Ouarzazate. On passe devant les fameux studios de Ouarzazate. Studio cinéma bien sûr. La ville semble beaucoup plus riche que tous les petits villages qu'on a pu croiser jusqu'à présent. Plutôt très bien entretenu. Et on finira la journée dans un écolodge un petit peu à l'écart de la ville, ce qui n'est pas pour nous déplaire. La 9e étape étant une étape de liaison en direction de Marrakech, le voyage s'arrête là et on vous donne rendez-vous pour notre prochain trip, prochain voyage sur la chaîne On the Road Movies.